Notre première direction, c'est le Nigeria. Noyade d'une centaine de djihadistes fuyant une offensive. Ensuite, le Kenya. La Cour suprême confirme l'élection de William Ruto à la présidence. Tchad, la junte lève le siège du parti de succès Masra, les transformateurs. Et puis au Togo, la libération des 3 militaires ivoiriens et efforts diplomatiques payants. Nos invités sont en place. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et le journaliste Credo Tété, directeur de publication de Le Muséum. Ils sont en place. Pasteur, ça va? Très souriants les deux. Ce qui veut dire que ça le débat va être chaud. Ouais. Ça va être chaud, mais dans la courtoisie, le respect. Nous sommes des frères. Ouais. Donc, non, ça va, on rend grâce à Dieu. La période est pluvieuse. Donc, il va falloir que les gens fassent attention par rapport aux instructions du service météo. Parce qu'il va beaucoup pleuvoir. Et ça commence déjà, donc que nous soyons vraiment très attentifs à ces instructions. Au même moment, je profite pour saluer tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Je crois que le mardi, les gens sont toujours câblés le mardi parce que le débat, ça les plaît. Nous, c'est une fierté pour nous que le retour, que ce que nous faisons aussi, ça intéresse les gens. Et je pense bien que c'est une grâce et donc ce soir, nous sommes encore là. Et ce que moi, je voulais envoyer comme information, c'est cette annonce très importante. C'est le 22 septembre, le Mali va célébrer sa fête d'indépendance. Donc, un rendez-vous est donné à tous les panafricanistes au Mali, à Bamako. Et vous allez voyager, pasteur? À Bamako, par la grâce de Dieu, je verrai bien si je vais aller au Mali. Parce que pour nous, ce serait une manière d'inaugurer la renaissance africaine. Et ça va être un rendez-vous très capital pour l'Afrique. Le 22 septembre prochain. Credo Tété, ça va? Oui, ça va. Et il faut dire, c'est un plaisir de me retrouver sur ce plateau tous les mardis avec mon cher aîné. Il faut le dire, nous apprenons, nous deux, et j'ai ce grand plaisir d'apprendre de lui à travers ces échanges. Et également dire à tous ceux qui nous suivent et qui nous envoient des messages que nous sommes très touchés et nous ferons les efforts nécessaires pour les satisfaire au jour le jour. Allez, on prend la direction du Nigeria. Une centaine de combattants djihadistes sont morts noyés dans une rivière du nord-est du pays alors qu'ils tentaient de fuir une offensive militaire. Alors, selon des sources, Credo Tété, on commence par vous, les militaires nigérians ont lancé, c'était la semaine dernière, une offensive terrestre et aérienne pour déloger les djihadistes de plusieurs villages situés tout au long du fleuve. Alors, pris de panique, ils sont noyés. Oui, il faut dire que ce sont des actions de ce genre qu'il faut encourager dans les pays qui sont touchés. Parce qu'ils sont tellement pointus qu'il faut les prendre de tous côtés. Le fait d'avoir privilégié simultanément les actions terrestres et aériennes, donc je crois que le prix a été payé et c'est la débandade au sein de ces djihadistes qui n'ont eu le recours que de se jeter à l'eau. Donc s'il y avait également les moyens, donc moi j'aurais souhaité qu'on les pourchasse même dans les eaux. Donc il faut dire que c'est une très bonne réaction, c'est une très bonne stratégie des forces de sécurité ou bien des autorités nigérianes parce qu'ils ont pris la mesure de la chose. Il faut envoyer des signaux assez forts à ces groupes djihadistes pour leur dire qu'ils ne sont pas en territoire conquis. Alors, pasteur Edo Komi, même si 4 militaires nigérians sont morts au cours de l'offensive, comme Credo Tété l'a dit tout à l'heure, il faut saluer quand même l'initiative qui a été prise par les forces de sécurité du Nigeria. Oui, depuis que j'ai appris cette information-là, j'ai dit Alléluia, Amen. Même si je ne me réjouis pas du malheur des ennemis, je crois que ces gens-là, il faut quand même les tenir partout. Ce ne sont pas des gens avec qui il faut exprimer de pitié. Parce qu'ils tuent sans pitié, et donc on ne peut pas avoir pitié d'eux. Donc le Nigeria a compris qu'il faut, comme Credo l'a dit tout à l'heure, il faut des opérations d'une grande envergure. D'abord, par terre et par les airs. Donc, une opération terrestre et aérienne donc, qui a payé. Et ces djihadistes-là ne pouvaient que se jeter dans l'eau pensant être secourus.
mais dans les eaux, je crois que ils n'ont pas appris à nager. Ils n'ont pas appris à nager, ils sont retrouvés dans l'eau et puis ils sont noyés. Je crois que c'est une très bonne... Leurs corps gonflés ont été retrouvés le samedi. Retrouvés samedi et même les habitants ont témoigné qu'on a vu des corps et donc ces corps étaient enterrés. Je pense quand même que dans les autres pays où il y a le Mali, le Burkina, le Niger, je crois qu'il faut des opérations simultanées. Des opérations aériennes et terrestres pour pouvoir poursuivre ces gens-là, ces individus sans vergogne. C'est des individus même s'il n'y aura pas peut-être de rivière. Oui, il n'y a pas de rivière. Ma prière, c'est que des rivières de circonstance se dressent, se dressent devant les djihadistes pour qu'ils soient noyés. Parce que c'est très important. Ces gens-là, ils font tellement de mal. Vous savez, ils ont pris des villages pendant des mois et tout ça, ça empêche les populations de vivre. Cette opération-là est à saluer et je crois que nous déplorons justement, on déplore quand même quatre militaires morts, mais je crois que c'était un prix et ils sont morts. Ils sont morts pour la nation. Voilà. Ils sont morts pour la nation et on peut les célébrer. Par contre, les djihadistes, ils sont morts pour toujours. Donc, alors que les 4 là sont encore là, c'est des gens qu'on peut célébrer, on peut même dresser comment on l'appelle, de monuments à leur mémoire pour avoir voulu sauver la nation. Donc je pense bien que nous cette nouvelle là c'est une bonne nouvelle. Je crois que le Nigeria, l'armée nigériane commence par se retrouver face aux menaces des djihadistes et de Boko Haram. Alors, Credo Tété, avec vous, on va rappeler en quelques mots les tueries, on peut dire, quotidiennes de ces djihadistes ou bien de ces terroristes au Nigeria. Ils sont de Boko Haram. Oui, ils sont de Boko Haram et nous savons tous qu'ils ont fait assez de mal à ce pays, ils ont fait assez de mal aux populations. L'histoire même des jeunes filles qui ont été prises en otage de Chibok durant des années, donc ça fait pitié de jeunes élèves, des collégiens, des gens qui n'ont rien fait pour mériter ce sort, mais à qui on a imposé toutes les atrocités de ce monde. Donc je crois que ils ne méritent pas, comme le dit le pasteur Edo Komi, de pitié. Parce que eux, ils n'ont pas pitié des gens, donc eux, ils ne peuvent pas susciter de pitié, donc il faut les combattre juste dans leur dernier retranchement. Et vous savez, l'erreur aussi, c'est d'être passif dans une certaine mesure et les laisser s'installer. Donc ça, c'est le gros du problème. Une fois que ces personnes s'installent dans une zone, c'est que ces personnes sont établies, ont des racines et profitent également pour non seulement changer la mentalité des jeunes résidents, mais ils font du mal à tout bout de champ. Donc il ne faut pas leur donner les occasions de s'installer. Et aujourd'hui, le Nigeria a payé un lourd tribut vis-à-vis de ces djihadistes et je crois que le fait qu'ils aient eu, disons, un début de succès, ça va, c'est un message assez encourageant, c'est un message assez fort qu'ils ont envoyé aux djihadistes pour dire que les donnes ont changé. Alors, un message fort, un message qui va sans doute aiguillonner aussi les forces armées nigérianes, mais il faut dire que c'est un groupe aussi organisé qui va sans doute revenir et surtout en force. Oui, ben c'est un groupe. Est-ce que c'est un groupe organisé? C'est vrai quand même que en voyant le tactique et en voyant la pointillesse de leurs actions, on a l'impression qu'ils sont organisés, mais je crois quand même qu'ils ne peuvent pas venir. Les djihadistes ne doivent pas venir à bout des forces régulières. C'est vrai quand même qu'on a l'impression qu'ils bénéficient de soutien, ils bénéficient des armements, des équipements, des gens dont qu'on ne connaît pas, mais on sait quand même qu'on ne peut pas admettre que des individus puissent puissent être équipés au même moment, des fois même plus que les armées régulières. Où est-ce qu'ils trouvent les armements? Où est-ce qu'ils trouvent les équipements? Bon, donc, je crois quand même que l'armée nigériane, c'est l'une des armées, c'est l'une des plus grandes armées en Afrique. Et donc, avec ce succès-là, comme Credo l'a dit tout à l'heure, avec ce succès, tout ce qu'on peut dire, c'est de les encourager à aller d'avance, à aller davantage, et puis à mener ce combat pour libérer le Nigeria. Et on n'est pas sans le savoir que le Boko Haram, pendant plus de 10 ans,
pendant plus de 10 ans, a mené la vie dure au Nigeria et a même fait descendre l'économie nigériane. Parce que toutes les contrées qu'ils ont occupées sont sous leur contrôle et que la vie n'est pas aussi comme cela se doit. Donc je pense bien que cette amorce de l'armée nigériane doit se poursuivre pour que désormais, pour prendre les djihadistes jusqu'au dernier retranchement, et ce sera quand même une bonne nouvelle non seulement pour le Nigeria, mais pour l'Afrique de l'Ouest. Un autre combat aussi, Credo Tété, c'est essayer d'anéantir cette complicité, on en parle toujours, entre l'armée nigériane et souvent les terroristes. Est-ce qu'on peut parler de complicité? Mais moi, je crois que même si on va insinuer une complicité, c'est une complicité qui soit assez passive, parce que une armée régulière ne devrait pas fonctionner avec les terroristes. Ouais. C'est vrai que des éléments isolés, des individus peuvent avoir des accointances, des intérêts à défendre. Et il y a un point qu'a touché le pasteur Dokomi, donc c'est dire que ce sont des gens organisés, mais des gens organisés qui ont des soutiens extérieurs. Sinon, comment comprendre, au-delà de l'armement, que, disons, leur motricité également soit vraiment remarquable. Ce sont des gens qui sont souvent en moto, et quand vous voyez les motos, ce ne sont pas des motos de seconde zone, mais ce sont des motos, disons, neuves, et qui leur permet de se déplacer. Dans quelles circonstances ces motos ont été livrées à ces djihadistes, et qui a, disons, cette habitude de leur livrer les motos. Donc là, on ne peut pas dire que les djihadistes, subitement, dans leur zone de prédilection, aient fabriqué des motos en si peu de temps. Donc c'est dire qu'il y a d'autres forces tapis dans l'ordre qui essaient... Non seulement les motos, mais les renseignements également. Souvent. Oui, j'allais venir sur ce point. Au-delà des automobiles, au-delà, mais ils sont tellement renseignés, Vous savez, lorsque il y a de ces genres d'actions, c'est que le renseignement extérieur aussi compte. Parce que ce n'est pas... On ne peut pas dire qu'ils ont des ancrages dans les zones qu'ils prennent en otage totalement. Ils peuvent avoir des bribes d'informations, mais aller savoir jusqu'au positionnement des forces de sécurité, des forces régulières. Donc il faut l'apport de sources de renseignement extérieurs. Ouais. Maintenant, qui sont ces sources de renseignement extérieurs? Qui sont ces puissances-là? Donc je ne saurais donner de nom ici, citer de pays, mais toujours est-il que les djihadistes profitent d'autant de soutien à l'extérieur. Et c'est malheureux parce que c'est l'extérieur qui leur donne tous les armements, tous les moyens nécessaires et également les rémunère. Donc c'est là où il faut interroger le cynisme de l'être humain. Oui, comme il a bien dit, le cynisme de ces gens-là, les bailleurs, s'il faut les appeler, les fournisseurs de moyens aux djihadistes. Mais c'est cynique. On ne peut pas admettre, on ne peut pas comprendre, les rémunérer. On les rémunère dans quel... si vous prenez l'Afrique, si vous prenez l'Afrique francophone, on les rémunère en quelle monnaie? C'est l'argent, c'est le CFA qu'on les récupère, enfin qu'on les rémunère. Mais les CFA sont frappés où? Point d'interrogation. Tout le monde sait où la monnaie CFA est frappée. Hein? Bon, donc, du coup, on a l'impression que c'est facile de les payer en CFA. Mais c'est difficile de les payer en dollars. Parce que les Américains y veillent aussi. Vous voyez? Bon, donc, c'est un peu ça. J'ai suivi un commentaire sur un média. Justement, c'est le problème. Pourquoi on ne rémunère pas les djihadistes en dollars? Et que c'est en francs CFA. Donc, point d'interrogation. C'est la preuve que, quelque part, le pays qui fait souvent, qui est à la mode, donc qui soutient ces djihadistes peut être reconnu si on se réfère à la monnaie. Je dois dire quelque chose de très, très important tout à l'heure que je viens un peu accentuer. C'est le fait que quand vous prenez par exemple les renseignements, nous-mêmes, l'armée régulière n'est pas aussi renseignée. Et s'il faut être renseigné, c'est le concours de l'Occident, c'est le concours des partenaires pour avoir les renseignements. Comment arrive-t-il à savoir le positionnement des forces régulières? C'est des gens souvent même qui sont appelés sur des portables satellitaires. Des tirailleurs. Justement, comment est-ce qu'ils peuvent
s'approvisionner en ces matériels, si je ne donne pas de petite valeur. Comment est-ce que c'est possible? Bon, donc, vous comprenez que après la traite négrière, l'esclavage, la colonisation, aujourd'hui, c'est le terrorisme. Et au Nigeria, c'est le même pays, pasteur Edo Komi. Je dis, mais ce que je sais, je ne veux pas parler, nous sommes sur le Nigeria justement, je ne veux pas indexer le même pays, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un cordon, il y a une coordination entre les djihadistes et les puissances. Quand vous prenez, ils ont pris un nom, ils ont dit Boko Haram au Nigeria. Boko Haram au Nigeria, mais c'est des djihadistes, des terroristes. Bon, donc, l'appellation, au fait, ne vient pas changer la portée du soutien des terroristes ou bien des djihadistes, mais ce qu'on sait, c'est que Credo l'a déjà dit, c'est que justement, il y a le soutien de l'extérieur, un soutien fort, un soutien vraiment de taille de l'extérieur par rapport aux opérations des djihadistes. Alors, politiquement, Credo Tété, le président Buhari est presque au terme de ces 2 mandats. Il a positionné quelqu'un de son parti. Est-ce que vous pensez que ce qui est fait aujourd'hui par l'armée peut pousser les Nigérians à faire confiance, si on peut le dire, au candidat du parti du président Buhari? Oui, je vais aller sur l'aspect de la sécurité même au Nigeria, parce que avant même l'arrivée pour une seconde fois de M. Buhari au pouvoir, donc je crois qu'il avait misé, il avait vanté, disons, ces stratégies sécuritaires qui n'ont pas payé sur le temps, qui n'ont pas payé du tout. Donc aujourd'hui, il est au terme de son mandat. Je crois qu'il veut tout simplement envoyer, disons, une action d'éclat, poser une action d'éclat aux électeurs pour pouvoir disons, le quantifier au profit de celui qu'il veut positionner. Donc là, est-ce que ça peut entrer dans le jeu de la communication politique? Oui, on peut récupérer cela pour en faire des messages pendant la campagne. Pendant la campagne. On peut même dire que celui à qui il voudrait céder le flambeau va poursuivre dans la même lignée. Boubacar. Oui, Atikou Boubacar. Donc il faut dire que ce sont des gens qui ont fonctionné. Mais moi je dis, les Nigériens ont besoin aujourd'hui d'actions plus convaincantes. Ce n'est pas un coup d'éclat qui va faire que l'électorat va adouber encore le général Buhari, parce que pour ceux qui ont l'habitude d'aller au Nigeria, de causer avec les Nigérians, c'est qu'à un certain moment, ils ont été déçus parce qu'ils croyaient que, comme homme de tenue, avec toutes les promesses de campagne qu'il a faites, donc il devrait, en un laps de temps, en finir avec les djihadistes, ce qui n'a pas été le cas. Et on ne peut pas l'accuser totalement aussi, parce que le combat contre le djihadisme, c'est tout d'abord un combat contre des puissances étrangères. Donc ça, c'est le premier pan, c'est le premier volet. Et même si ils ont envahi votre pays, vous avez affaire à deux bouches. La première bouche, ce sont les puissances étrangères. La seconde bouche, ce sont les microbes qu'on a envoyés dans vos pays. Donc, c'est que vous devez être vraiment tatillon pour gagner la bataille au niveau des puissances étrangères et également avoir de l'énergie nécessaire pour combattre ces forces-là. Donc, je le disais tantôt, si nous faisons le rapprochement avec ce que vit le Burkina aujourd'hui, donc c'est là où il faut regretter le système de renseignement au temps de Djendjéré. Quand Djendjéré était le patron des services de renseignement de l'espace CEDEAO. Gilbert Djendjéré qui aujourd'hui n'a plus les manettes. Donc, il y a d'un côté Gilbert Djendjéré, on a vu le travail qu'il a fait en termes de renseignement, on a vu également l'impact du général Djibril Bassolé. Maintenant, ce qui se passe au Burkina Faso aujourd'hui n'est pas comparable et nous ne faisons pas la promotion de l'impunité, mais c'est faire ressortir le fait que on doit beaucoup plus miser sur les renseignements, surtout les renseignements extérieurs. C'est ça qui permet à ce qu'on puisse redistribuer les cartes au plan local. Allez, on va marquer la petite pause. On revient avec vous, cher Credo Tété, pasteur Edo Komi, pour la suite.